Bonjour. Dans la dernière vidéo, on a découvert un collectif anarchiste anti-technologie. Les machines ravagent la planète, ce monde a besoin d'une résistance anti-technologie. Donc c'est des gens qui disent que la tech anéantit la vie, ils veulent stopper le système technologique, et par conséquent, en ce moment, ils manifestent contre les IA. Et aujourd'hui, on va essayer d'aller dans leur sens et voir à quel point ils ont raison. Alors, je vais commencer par citer Nassim Taleb qui dit que l'inverse de la virilité, c'est la technologie. Alors je sais plus exactement pourquoi il disait ça, mais si j'y réfléchis 2 secondes, et si vous vous souvenez du film Matrice, le surplus technologique fait de nous des gens matricés, ça fait de nous des gros bébés. On n'a plus besoin de s'éprouver, d'avoir une expérience, d'avoir un frottement avec le monde. Quand tout nous est sous-traité, on régresse finalement. On n'est plus adapté à la société, c'est la société qui s'adapte à nous. Mais du coup, on perd notre capacité à s'adapter au monde. Et donc on devient non pas des inadaptés, mais des anadaptés. C'est-à-dire que nous devenons beaucoup plus des joueurs. Dans un monde où on n'a plus besoin de s'adapter, la réalité devient un jeu. Il n'y a plus grand-chose que nous puissions faire qui puisse avoir des conséquences. Et c'est pour ça que la technologie ressemble de plus en plus à un jeu d'enfant ou à un jeu vidéo. Au tout début, la technologie, c'était des énormes machines avec des milliers de boutons, des milliers d'interrupteurs. Et aujourd'hui, le condensé technologique, c'est un appareil avec un seul bouton, c'est l'iPhone. Et ça nous fait passer du monde des anciens au monde des modernes. Le monde des anciens est un monde de la friction, de la profondeur et de l'expérience acquise. Tandis que le monde des modernes s'essaye de plus en plus à être un monde sans friction. Un exemple de ça, c'est Uber Eats. Vous n'avez plus besoin de vous casser le cul à vous déplacer pour aller chercher à manger en un bouton. C'est la nourriture qui arrive chez vous. Il y a de moins en moins de friction, d'accord? C'est cette idée-là. Et c'est pareil avec les IA génératives de texte et de dessin. De plus en plus, en un seul bouton, ça peut être très bien fait. Et donc, on devient des gros bébés, quoi. Oui, le chat! Et dans le monde sans friction, je vais le remplacer par un mot hyperconducteur. C'est-à-dire que non seulement je ne dois pas avoir de friction, mais en plus je dois être accéléré par la technologie. Il fait qu'on va perdre une certaine profondeur. Tout ce qui est généré par les IA, par exemple, reste assez superficiel. Et ça nous donne non pas une expérience acquise, mais une expérience vécue. Et ça, l'enjeu des modernes, c'est puisque nous sommes devenus des joueurs, alors la réalité est-elle un bon jeu à jouer? Mais ça n'a pas attendu la technologie au sens mécanique du terme. C'est que c'est pas la même chose si vous prenez le risque d'explorer une forêt d'Amazonie en y allant tout seul avec votre couteau et votre sac à dos. Dans ce cas-là, vous êtes à l'ancienne, prêt à la friction, à une expérience profonde et à une expérience acquise. C'est pas la même chose que si vous faites du tourisme avec un guide qui va vous emmener dans des petits sentiers un peu superficiels. Il a déjà repéré pour vous les meilleurs endroits, il va vous y hyper conduire, il va vous faire prendre les meilleurs chemins. Tout ça pour se concentrer sur l'expérience vécue du voyage. Un parcours touristique, c'est déjà antiviril, c'est déjà une forme de jeu, vous êtes promené comme un enfant. Et le tourisme en fait déjà partie, c'est marrant parce que le tourisme, on dirait pas que c'est de la technologie. On dirait pas que ça puisse s'emboîter. Et moi, ce que je cherche, c'est à emboîter tout ça dans un même geste. Et donc voilà, j'ai retrouvé un petit bouquin qui s'appelle La machine est ton seigneur et ton maître. C'est un excellent bouquin de critique capitaliste qui compile les témoignages de plusieurs esclaves dans des usines chinoises qui produisent des iPhones, justement. Qui produisent le monde du jeu. Et donc il y a un des ouvriers qui passe ses journées à être au service de la machine qui produit des iPhones. Ce mec-là témoigne: j'ai perdu la valeur que je devrais avoir en tant qu'être humain, je suis devenu le domestique de la machine. J'ai souvent pensé que la machine était mon seigneur et mon maître, dont je devais peigner les cheveux. La machine est mon seigneur et mon maître, je dois lui peigner les cheveux. Ça me fait penser au prompt engineering. Le prompt engineering, c'est quand vous promptez sur ChatGPT, c'est quelle est la meilleure manière possible de demander à ChatGPT pour qu'il vous donne les meilleures réponses possibles. Et on est tous en train de se perfectionner à ça. On est tous en train, quelque part, d'apprendre à peigner les cheveux de la machine, à la brosser dans le sens du poil, pour que la machine nous recrache les meilleures réponses possibles. Et ça veut dire qu'il y a 2 mondes. Il y a le monde des gens qui sont au service de la machine, et nous, on est en train d'apprendre à être au service de la machine. Il y a le monde des gens, la machine à mon service. C'est quand vous commandez votre Uber Eats. Vous avez non seulement de la technologie à votre service, mais vous avez un être humain au service de la technologie à votre service. Et donc, quand la machine est à votre service, vous êtes un joueur. Et quand c'est vous qui êtes au service de la machine, vous n'êtes pas un joueur, vous êtes un esclave quelque part. Et ça me fait penser à l'origine de la bourgeoisie. Parce que l'origine de la bourgeoisie, dans un autre super bouquin qui s'appelle Homo Ludens, Huizinga montre à quel point la bourgeoisie est intrinsèquement connectée à la sphère ludique, à la sphère du jeu. Si vous en arrivez à un point où la réalité devient un jeu, c'est que vous êtes au-dessus de tout le monde. C'est eux qui ont inventé le sport pour jouer, c'est eux qui ont inventé la mode qui est le jeu de l'habillement, et c'est au point que dans certaines cultures, quand un personnage noble meurt, on n'en fait pas une tragédie. On va dire Monsieur le Duc a joué sa mort. Donc plus que bourgeois, c'est plutôt une forme de noblesse qui s'inscrit dans le jeu, parce que si votre réalité, vous pouvez la vivre comme un jeu, vous êtes au-dessus de la condition sociale de celui pour qui la réalité est une lutte. Ok, imaginons maintenant que la technologie devienne de plus en plus puissante,
et qu'elle se met à bouffer de plus en plus de réalité. Autrement dit, on va de moins en moins pouvoir jouer, on va de plus en plus être ramené à être au service de la machine, à devenir les esclaves, parfois en lutte, parfois résignés, d'une technologie qui profite à quelques-uns. Parce que quand les mecs disent « la technologie anéantit la vie », il se passe c'est que ça anéantit la vie au profit de la vie de quelques-uns. C'est-à-dire que la technologie, c'est toujours la technologie de quelqu'un. Donc on va voir les 12 principes de la résistance anti-tech. 1. Le système technologique est totalitaire. 2. Notre problème n'a rien à voir avec un mauvais usage de la technologie. Donc ça veut dire que la technologie serait intrinsèquement mauvaise. Et c'est vrai que les anthropologues disent que toute la technologie du monde n'a jamais retiré le travail humain. Ça a toujours augmenté le travail humain. Les sociétés primitives sont des sociétés de loisirs. Les mecs sont des branleurs. C'est dans les sociétés modernes qu'il y a la valeur travail, qu'il y a la valeur productivité, etc. Okay. Ensuite, eux, ils veulent cibler un système et pas des individus. Ah bah c'est dommage, parce que c'est des individus qui possèdent les machines. Nous voulons démanteler le système technologique, pas le réformer ni le fuir. J'aime bien, c'est radical, j'aime bien. Le rejeton et le clivage gauche-droite, c'est bien. Notre seule éthique est celle de l'efficacité du résultat, comme celle de la technologie, n'est-ce pas? Nous utilisons la technologie pour battre la technologie. Dans quel monde vous croyez que ça va bien se passer? Notre organisation est non violente, anti-autoritaire. Alors si vous êtes anti-tech, est-ce que vous êtes anti-tech jusqu'à être contre l'agriculture? Moi, c'est une question qui m'intéresse, parce que l'agriculture, on le sait, apporte énormément de problèmes environnementaux, sociaux, de maladies, etc. Et donc, est-ce qu'il faut être anti-tech ou pas? Moi, je vous propose de répondre à ça avec l'échelle des niveaux de conscience de Hawkins. D'abord, on va essayer d'identifier à quel niveau de conscience la technologie est utilisée aujourd'hui. Le gros de la technologie, c'est quoi? C'est dans l'armée, dans le capitalisme, du désir. Donc on est dans le niveau de la peur, du désir et de la colère. De l'orgueil aussi. Un iPhone, c'est de l'orgueil, ok. Bon, imaginons, on se restreint à la peur. Imaginez que tous les minéraux du monde, toute l'électricité du monde, toute l'énergie du monde soit mise à produire de la technologie qui réponde à de la peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va foutre des caméras de sécurité partout, ça veut dire qu'on va ficher tout le monde, ça veut dire qu'il va y avoir des êtres humains dont le travail, ça va être d'être au service des machines qui surveillent les humains, et ça sera jamais assez, donc il faudra toujours plus de contrôle, toujours plus de méfiance, toujours plus de caméras. Et ça donne un monde dans lequel la technologie est au service du niveau de la peur. On part du principe que la réalité est effrayante parce qu'il peut se passer n'importe quoi, des accidents, parce qu'il peut y avoir des tueurs, des coups de couteau, ce genre de choses, donc il faut tout surveiller tout le temps. Dans ce monde-là, on est poussé à s'isoler, parce que si le monde est effrayant, à quoi bon sortir de chez soi? Et enfin, par cette même occasion, je réalise la présence sur Terre d'un dieu, entre guillemets, qui va être punisseur, parce que qui dit surveiller, dit punir. Donc s'il s'agit d'être anti-tech pour ces techs-là, moi je suis plutôt anti-tech. Ensuite, on va monter le niveau de conscience. Toute la technologie qui est au service du désir, de l'envie immédiate, toutes les publicités que vous avez par exemple sur vos applications gratuites ou à la télévision ou sur YouTube, là on arrive un petit peu dans un truc plus sympa, on arrive à la fête foraine. La technologie sert à nous faire des machines. Quand on met une pièce, parfois ça nous donne un nounours. Donc ça nous crée une envie impérieuse d'avoir un nounours. Parfois on n'a pas le nounours ou parfois on a le nounours, mais pourquoi je voulais un nounours au fait? Donc on est un peu déçu, je suis poussé à asservir, c'est-à-dire que le désir ne pouvant jamais être pleinement satisfait, m'amène à avoir toujours plus de désir. Ok, donc toute la tech du niveau du désir, c'est un peu la tech de nos aliénations, c'est toute la société du spectacle. Commentaire sur la société du spectacle de Guy Debord, ça nous décrit une société qui nous manipule en jouant sur la peur, sur le désir, sur la colère et sur l'orgueil, d'accord? Et là où Guy Debord est mauvais, c'est qu'il ne peut pas imaginer les niveaux au-dessus, c'est-à-dire les niveaux de conscience dans lesquels tu fais preuve de courage. Bref, je m'égare un peu, je reviens sur le niveau de la colère cette fois. Donc là, on a tout le business des armes à feu qui est un des plus gros business au monde. Des armes à feu ou des armes tout court, de la technologie de guerre. Est-ce que cette technologie-là est profitable à l'humanité? Donc pareil sur ces questions-là, moi je suis plutôt anti-tech. Ensuite, on a le niveau de l'orgueil, c'est-à-dire toute la technologie qui sert à se la péter, qui sert à dire « moi je suis quelqu'un ». Je pense par exemple au NFT de Joey Star, voilà. Joey Star adore les NFT, à quoi ça sert un NFT? À rien, et pourtant il y a de la technologie derrière. Bref, pour chaque niveau de conscience, on peut trouver des utilisations technologiques, et on peut se demander, est-ce qu'il existe des technologies qui passeraient le seuil du niveau du courage, qui passeraient le seuil où ce serait éthiquement acceptable en fait? Et moi je pense que oui, je pense par exemple que des équipements de sport, c'est une forme de technologie, mais qui fait du bien à l'humanité, qui apporte plus de valeur ajoutée que ça n'en retire au monde. Mais remarquez que ce sont des outils qui vous demandent de ne pas être un bébé. Ça vous demande un minimum de courage, ça vous demande un minimum d'être un acteur actif et pas un bébé passif. Et par conséquent, on renoue avec une vision de la vie où il y a des choses qui sont faisables. Dans la vie, on peut faire des trucs. On a le droit. Je pense par exemple aussi à toutes les prothèses technologiques qui permettent à des personnes handicapées de renouer avec certains mouvements. Eh bien, ça nous fait gagner en autonomie. Alors, vous allez me dire, c'est paradoxal de devenir autonome avec une machine, mais c'est le principe d'une canne d'un vieillard. La canne d'un vieillard, c'est déjà de la technologie, c'est déjà du transhumanisme. Et donc, est-ce que la résistance anti-tech en arriverait à être contre la canne d'un vieillard? Je crois pas.
Donc il y a un moment où il va falloir accepter la tech comme étant le continuum naturel et nécessaire de l'humanité. Je suis d'accord que sur certains pans, ça peut aller trop loin, etc. Mais je trouve que dans le nous voulons stopper totalement le système technologique, il y a un déni de ce qui fait notre valeur ajoutée en tant qu'être humain, qui est la création d'artifices. Et pour finir de faire la paix entre naturel et artificiel, je vous renvoie à un article sur le site Institut Ipséité. Cet article s'appelle « Pourquoi nous avons besoin de nouveaux arts majeurs ». Dans cet article, je redéfinis de manière moderne les notions d'art majeur et d'art mineur. Et vous allez voir que tout ce que vous trouvez critiquable dans la technologie qui anéantit la vie, en fin de compte, tout ce que vous trouvez critiquable là-dedans, ça revient à la critique de tous les arts mineurs. Et tout ce qui est sauvable dans la technologie revient à se réapproprier les arts majeurs. On parle aussi dans la vidéo qui s'appelle « Que faire quand tout me traumatise tout le temps ?» Si vous connaissez le gène égoïste, vous savez que Richard Dawkins a dans ce bouquin écrit un chapitre sur la mémétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement les gènes qui sont des réplicateurs égoïstes, mais il y a aussi les mèmes. Vous connaissez les mèmes d'Internet. Un mème, selon Dawkins, c'est n'importe quelle unité d'information qui arrive à se répliquer dans la tête des gens. Et tout se passe comme si le gène égoïste se servait de nous pour se reproduire à travers nous. Tout se passe comme si les mêmes se servaient de nos cerveaux pour se reproduire à travers nous, même si ça implique parfois que des gens se sacrifient. Susan Blackmore a poussé cette théorie beaucoup plus loin dans la théorie des mèmes, et elle avait poussé ce concept encore plus loin avec le concept de technomème. C'est-à-dire maintenant c'est la technologie qui va se reproduire comme les gènes, comme les mèmes, et on commence à assister à ça avec les IA qui s'échappent et qui arrivent à se reproduire en se servant de nous, et même si ça implique peut-être de nous sacrifier. Donc je vous mets la conférence de Suzanne en dessous. Et si vous voulez, l'approche de Dawkins et de Blackmore, c'est de dire les gènes égoïstes, ils ont réussi à s'entendre avec des mêmes égoïstes. Pas tous, il y a eu des pertes, d'accord, mais ils ont réussi à trouver une forme d'entente. Et selon Suzanne, il est certain qu'il va se passer la même chose avec les technomèmes, c'est qu'on va finir par s'entendre avec la technologie, et pour autant il va y avoir de la casse. Et justement, il va de plus en plus nous falloir un équivalent de l'esprit critique pour la technologie. C'est-à-dire que l'esprit critique, ça vous permet de trier vos mèmes, vos unités d'information dans le cerveau. Donc l'esprit critique, c'est super, on fait un peu de métacognition, on regarde nos pensées, on regarde ce qu'elles font de nous et on se débarrasse de celles qui sont pas bonnes pour nous. Il va falloir un équivalent pour le monde des technomèmes, c'est-à-dire que ça va pas être l'esprit critique qui va faire le tri. L'esprit critique ne peut pas être équipé pour ça, parce que c'est un outil mémétique et pas technomémétique. Ce sera probablement une technologie qui va nous aider à faire le tri parmi les technologies. Je vais vous donner un exemple de ça. Si je cherche le synonyme du mot vide sur un moteur de recherche, j'aimerais avoir la réponse dans la description, là, mais la réponse n'est pas dans la description. Pour avoir la réponse, il faut que j'appuie, donc il faut que je fasse encore preuve de friction. Donc j'appuie, j'arrive sur larousse.fr, là c'est confus, je comprends rien, où est ma réponse? Je la cherche, je trouve pas, synonyme de vide, vide. Synonyme. Ah, enfin, qui ne contient rien. Putain, c'était chiant. Maintenant, je fais la même chose avec ChatGPT. Synonyme vide, espace son contenu, absence de sens, état d'une personne. La réponse est immédiate. C'est-à-dire que cette technologie-là, par son utilisation beaucoup plus efficiente et sans friction, permet de faire le tri de toutes les technologies qui ont déjà montré leur obsolescence par la friction. C'est-à-dire que toute la technologie qui fait de moi un esclave va être discriminée par toute la technologie qui me simplifie la vie, qui fait que la vie devient un jeu. C'est-à-dire une tech qui hyper réalise notre mouvement. Que ce soit par exemple une recherche ChatGPT, mais une voiture. Une voiture, c'est une technologie qui va hyper réaliser votre déplacement. Vous allez pouvoir vous déplacer beaucoup plus avec moins de friction. Quand vous conduisez, vous gagnez en noblesse. La vie devient un petit peu un jeu. Tandis que si vous devez encore faire vos courses en portant tous vos sacs à dos sur la tête, vous êtes ramené un petit peu à un statut d'esclave de la technologie ou d'esclave de l'algorithme de la société. C'était une petite vidéo, moi, pour mettre un peu en ordre mes pensées, parce que moi aussi, je suis préoccupé par le sujet de la tech, la bonne et mauvaise, plutôt on va le dire comme ça, une technologie saine et une technologie perverse. Et je crois que si je dois moi me positionner politiquement ou éthiquement, la technologie dans sa version saine permet d'hyper réaliser un mouvement, comme la canne d'un vieillard, comme la cuisine d'un chef cuistot, quoi. Tandis que la technologie perverse vous met esclave du mouvement, comme celle d'un livreur Uber Eats ou d'un cuisinier du McDonald's. On trouvera aussi la dichotomie qualitatif et quantitatif. Nassim Taleb ensuite disait que l'inverse de la virilité, c'est la technologie. Je crois que c'est vrai uniquement dans le cas où la technologie nous fait régresser. Et je crois que la technologie aussi permet une réjuvénation, c'est-à-dire nous faire retrouver notre jeunesse. Et je vous parlais de la canne du vieillard. La canne du vieillard ne le fait pas régresser, ça lui fait retrouver sa jeunesse. Et enfin, voilà, si je dois me positionner, moi, politiquement ou par rapport à des groupes comme ça, anti-tech résistance, moi j'aime bien, quand je vais dans un parc, voir que des équipements sportifs ont été posés là,
en tant que bien commun. Pourquoi? Parce que ce sont des équipements qui permettent d'hyper réaliser le mouvement humain. Et donc c'est ça en fait. Ça ne nous fait pas regresser, ça nous permet de retrouver notre jeunesse et de nous amuser. Et par contre, les technologies perverses, je crois pas qu'on pourra les faire disparaître, mais je pense qu'on pourra les faire reculer jusqu'à la sphère du privé. C'est-à-dire, par exemple, je pense qu'on ne pourra jamais totalement interdire la pornographie, mais on peut empêcher qu'elle soit présente dans des espaces publics, et par conséquent, ça n'existe encore que dans des espaces privés. Voilà, j'ai commencé à mettre un petit peu en ordre tout ça dans ma tête. Je peux rajouter aussi exaltation de l'être ou perdition de l'être. Est-ce que ça demande du courage ou est-ce que c'est simplement une zone de confort, une matrice, afin de pouvoir apprécier à la fois la technologie et à la fois les résistances anti-tech qui ont une forme de pertinence, je trouve aussi. Dites-moi, et vous, votre rapport à la tech, est-ce que vous avez des moyens de discriminer quelle est la bonne tech, quelle est la mauvaise tech pour vous ou pour le monde? C'est tout pour aujourd'hui, alors c'était une vidéo un peu philosophique, mais aujourd'hui j'avais pas envie de me mettre au service de la machine. Aujourd'hui j'avais pas envie de bêtement produire pour produire, et c'est pour ça que j'ai pris ce recul et que je vous ai parlé de tout ça, pour ne pas que la machine devienne mon seigneur et mon maître. C'était Trigor, je vous dis à bientôt.